Bonjour à tous. Donc, avant de présenter des correcteurs un petit peu plus évolués, des correcteurs numériques un peu plus compliqués, on va dire, qui permettent de faire plus de choses aussi, hein, évidemment, je voulais faire un petit rappel sur tout ce qui est échantillonné pour un petit peu, on va dire, asseoir les connaissances et partir sur des bonnes bases. Donc, on va faire un petit rappel sur le schéma d'un asservissement. Donc, si on a un système ici, ça peut être un moteur, ça peut être un robot, un satellite, peu importe le système. On va avoir une référence, une consigne qui peut venir soit d'un opérateur qui va venir pousser un bouton, donc un potentiomètre qui va donner une tension continue ou de façon ou une autre, soit il va la donner via un ordinateur ou c'est un ordinateur qui va la donner. Donc on peut avoir une consigne qui peut être soit analogique soit numérique, on va dire. On va avoir un système de mesure qui va mesurer notre sortie pour justement avoir un signal mesuré. Alors attention, ces capteurs qui ne sont pas parfaits, mais généralement on les suppose parfaits. Ça peut être une caméra, ça peut être un accéléro, un capteur de distance, voilà, ça peut être n'importe quel type de grandeur. Faut juste qu'elle soit de la même physiquement qu'elle soit cohérente avec la consigne, quoi. On va comparer les deux. Donc si on n'a pas cette cohérence, on ne peut pas faire la différence entre les deux. On ne peut pas faire des carottes ou des pommes de terre. Et on va avoir cette erreur. Et l'erreur va passer dans un correcteur, qui peut être un correcteur analogique. Donc ici, vous avez les systèmes de correction. Ça, c'est un système de frein pour les ascenseurs. Ou soit un petit boîtier qui va directement gérer ça, soit ici c'était un BeagleBone, donc une espèce de mini PC comme un Raspberry, donc soit un ordinateur qui va calculer tout ça. Donc ça c'est le schéma classique. Et en fait, on va essayer de regarder finalement quels peuvent être les types, donc soit discrets, soit continus, soit échantillonnés des signaux qu'on va avoir dans tout ça. Donc quand on a un asservissement continu, tout ça c'est continu. La consigne elle est continue, la mesure est continue, c'est-à-dire continue, c'est-à-dire qu'on l'a de façon à chaque instant on a une valeur. L'asservissement est continu, même s'il va assez vite, qu'il est échantillonné, qu'il va assez vite, on va considérer qu'il est continu, notre système est continu. Maintenant qu'on a un asservissement discret, la sortie du système, notre système il est toujours continu lui, donc sa sortie va toujours être continue. Pour pouvoir commander notre système, il va falloir lui mettre une entrée qui va être assimilée à du continu, mais qui ne peut pas être du continu puisqu'on va avoir un correcteur discret. Donc ça va être un signal échantillonné bloqué. Donc on va avoir notre système qui va nous délivrer une sortie, un système de capture qui peut donner soit une fonction continue discrète ou bloquée. Pareil pour notre consigne, et ça devient notre système d'erreur. Si le signal d'erreur est continu, il va l'échantillonner. S'il est déjà échantillonné, il n'y a pas de problème. Et le correcteur ici va nous donner ce signal-là. Voilà un petit peu tous les cas de figure, on va dire, d'utilisation d'un asservissement discret. Bien sûr, dans cette bloc ici, correcteur, on va avoir le correcteur discret ici. Donc si on est continu, j'ai oublié de mettre, mais il y a l'échantillonnage ici. Si on a, donc on a le correcteur discret qui va nous sortir un signal discret qui sera bloqué, échantillonné pour aller vers le système. Voilà. Petit rappel maintenant sur le calcul de transmittance, donc les fonctions de transfert dans le domaine discret. Donc si on a un système continu ici, asservi, donc on a un correcteur et concrètement ça peut être un moteur en position ici. Notre système échantillonné, donc on va essayer de trouver un correcteur échantillonné qui fait ça. Donc on va avoir notre correcteur continu, correcteur échantillonné plus le bloqueur et notre système. Ici, c'est pas très cohérent parce que finalement l'entrée ici de l'échantillonné, du correcteur échantillonné devrait être échantillonné, mais les mesures ici sont continues. Donc ça c'est pas très cohérent dans le graphique, mais on peut supposer que que l'échantillonnage il est ici. Donc globalement en discret, on va avoir notre correcteur discret. Ici tous les signaux maintenant sont passés en discret. Et notre fonction de transfert en discret qu'on appelle B0GZ. Généralement, on n'oublie pas de mettre le B0 pour manquer que c'est un bloqueur d'ordre 0. Donc un bloqueur qui fait des marches d'escalier. Et notre système. Comment on calcule cette transmittance? Soit on a les tables qui donnent directement la transformée en Z du système, précédée d'un bloqueur. Soit on applique cette petite formule ici, on va avoir le système. Donc ici, si on applique la formule, donc le système c'est K sur P fois plus 2P.
on redivise par P, on fait la transformée en Z de ce bloc-là, on multiplie par 1, moins Z, moins 1, et on va obtenir le système. Donc maintenant, si on a un retour qui n'est pas unitaire, comme on l'a ici, comment on fait? Et bien tout simplement, en fait, on va supposer qu'on a un retour unitaire en mettant le système de mesure finalement dans le système. On va faire un super bloc où il y aura les deux. Globalement, le θ ici, on ne peut pas avoir accès sans le mesurer. Donc on va dire que c'est une grandeur interne du système. On a toujours accès à la mesure. Donc c'est pas choquant finalement si on perd la sortie ici, on a la mesure ici. Ça peut avoir des impacts. Finalement, notre système qu'on considère, c'est le système avec sa mesure, alors qu'on essaie d'asservir le système. Mais on ne peut pas faire sans la mesure, donc on n'a pas vraiment le choix. Donc ici, ces deux blocs ici, finalement, vont devenir un seul bloc. On va appliquer la même chose et on va obtenir un résultat. Maintenant, quelques petites notations, notamment pour quand on va avoir des choses un petit peu plus compliquées à gérer derrière. Donc, une transmittance, une fonction de transfert en Z, ici je l'ai écrit H, c'est un numérateur et un dénominateur, Hn et Hd. On va regrouper en fait Hn en Hn plus et Hn moins. Donc Hn c'est le terme qui va regrouper les zéros, donc le numérateur. Hd c'est le terme qui va regrouper le dénominateur, enfin les pôles, donc le dénominateur. On va noter Hn plus, le terme qui va regrouper tous les zéros stables. Donc en discret, un zéro stable c'est un zéro dont le module est inférieur à 1. Hn moins, tous les zéros instables. Hd plus, tous les pôles stables. Et Hd moins, tous les pôles instables. Dans l'idéal, quand même, le Hd-, en tout cas du système asservi, et il ne doit pas exister, parce que ça veut dire que notre système asservi serait instable. Donc on va essayer de concentrer sur avoir que du Hd+. Une petite notation encore, quand note H+, c'est la partie pôle stable, enfin 0 stable sur pôle stable, et Hn-, H- c'est Hn- sur Hd-. Voilà, si H s'identifie à H+, c'est-à-dire que si on n'a que des pôles stables et des zéros stables, la transmittance est dite positive, elle va correspondre à un système à minimum de phase et à forcément un système stable. Donc on n'aura pas d'espèce de dépassement négatif concrètement comme on a pu le voir ailleurs. On le reverra d'ailleurs dans les prochaines vidéos, notamment sur le PI. Voilà, j'espère que ce petit rappel a été à peu près clair. Normalement, si vous avez suivi les anciennes vidéos, vous n'avez pas dû apprendre des nouvelles choses ici, je vais juste clarifier avant d'attaquer les correcteurs un peu plus compliqués par la suite. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.